C'est New World Forum, deuxième partie. Merci de rester à notre compagnie. Nous recevons cette semaine Dr Kodjovi Atnaton. Il est homme politique togolais, président du mouvement Nouvelle Vision. Nous décryptons la conjoncture politique nationale et internationale. Docteur Ton, merci de rester avec nous. Je vous en prie. Et pour cette seconde partie, nous allons continuer avec la célébration de l'indépendance des pays africains, le Togo notamment. Et je rappelle que les téléspectateurs peuvent participer en direct à cette émission en nous posant des questions sur notre réseau social WhatsApp 96 46 10 31. 96 46 10 31, précédé de l'indicatif 228. Et nous allons prendre cette première question qui rentre dans le cadre des diffusions que nous avons déjà eues. 91 62 16. Il vous dit bonjour. Bonjour Monsieur Ton, que j'aime assez. Ah, vous avez un amoureux, Monsieur Ton. Merci pour l'émission et le thème sur le Togo. À mon sens, 61 ans d'indépendance, le défi majeur du Togo restera celui de son développement quantitatif et qualitatif dans nos mentalités et dans nos institutions, car il y a trop d'obscurité dans ce sens. Par ailleurs, dit notre téléspectateur, s'il faut travailler dur pour développer notre pays comme les USA, l'Europe, Kekera, pourquoi créer des jours fériés au prétexte d'un regain d'énergie alors que même le dimanche suffisait? Ce n'est pas une contestation de la décision de l'autorité, mais une réserve de celle-ci. Docteur Ton, qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est une question très pertinente. Je suis peut-être d'avis avec lui et avec tous ceux qui pensent que les jours fériés en Afrique, pour le moment, on n'en a pas besoin assez. Et d'abord, quand on parle de jours fériés, ça veut dire que c'est une journée de fête. Et quand on veut fêter, il faut fêter quelque chose. Et pour fêter quelque chose, il faut avoir quelque chose. Mais si aujourd'hui on voit tout ce que nous traversons, tout ce que la population togolaise traverse, et que nous parlons, nous offrons des jours fériés n'importe comment, je pense que ce ne sont pas des jours de réflexion, ce ne sont pas des jours vraiment de fête, ce sont des jours de dilapidation également, parce que toute une journée pour une économie, pour moi, ça donne. Ça doit donner beaucoup de choses. Qu'est-ce qui justifie le fait que lundi soit férié? Bon, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas que... C'est un jour de récupération. On récupère en quoi? On récupère en quoi? Je crois que il y a tellement de choses à faire. Nos institutions, là où il y a des choses qui sont très lentes, et surtout dans l'administration et autres, on férit des jours comme ça. Pour moi, c'est peut-être un peu exagéré. En tout cas, en tant que président de la République... Le repos ne peut pas permettre oui. De se redémarrer comme on redémarre un ordinateur. Quand vous travaillez, I mean, you need a vacation. You need a vacation after working. On en a besoin, ou bien l'ordinateur doit être redémarré si l'ordinateur travaille jusqu'à un niveau. Aujourd'hui, nous avons besoin que les gens soient au boulot pour créer des opportunités, que les gens soient au boulot pour faire avancer l'administration, que le port tourne, que les marchés tournent, que l'administration locale, les mairies tournent, pour que ceux qui ont besoin de faire ce papier, de faire ce document, de signer ceci, de payer leur impôt, de faire cela, il faudrait que tout ça là, ça marche. Maintenant, si on n'a pas atteint ce niveau où on se sent un peu fatigué, on veut redémarrer l'ordinateur à chaque fois, donc on va gâter, au fait, le moteur va nous rendre encore plus paresseux. La plupart de ces pays où aujourd'hui on les appelle les pays évolués n'ont pas de ces jours-là en tant que des jours fériés où on reste à la maison sans rien faire. Même quand tu vois dans les calendriers des États-Unis, moi quand j'ai analysé, j'ai vu que dans chaque mois, il y a toujours quelque chose. Mais ce quelque chose, au fait, ce sont des pics économiques. On prend janvier, on dit President Day. Quand on dit President Day en janvier, c'est le jour où les boutiques font plus de commerce ou bien doivent faire réduction pour President Day et nous allons vendre des tricots pour President Day. En février, il y a par exemple Valentine's Day. Ce sont des opportunités économiques plutôt. En mars, il y a la Pâques. En avril, il y a,
le Samandé. Il y a tellement de choses qui sont créées, mais pas pour que les gens soient à la maison. Oui, pas pour que les gens soient à la maison. Tu vas voir que tant qu'il y a quelque chose, ce sont c'est comme si ce sont des arrêts qui permettent à l'économie de redémarrer, d'aller plus loin. Donc mais ici, le problème n'est pas forcément des jours fériés, mais comment on s'organise pour faire marcher l'économie durant ces jours. Ici, si peut-être vous avez des fondamentaux qui justifient pourquoi on a férié, c'est sur ça qu'on nous allons discuter. Mais selon moi, mon analyse de la chose, c'est que c'est peut-être un jour de plus, déjà quand on voit lundi encore férié. Alors, si nous revenons donc à la célébration du 61 ans d'indépendance du Togo, les nouveaux défis selon vous, donc c'est reconquérir encore beaucoup plus l'indépendance politique et économique et remettre les différents pays au travail. Moi, je ne vais pas trop m'orienter vers l'indépendance politique. Je crois que l'indépendance économique en soi va créer l'indépendance politique. Et au même moment, dans ce concept, l'indépendance politique fait tarder au fait de l'indépendance économique parce que ceux qui sont là, ils savent que si le Togo devient indépendant économiquement, ça ne leur permet plus de jouer leur rôle comme il le faut. Vous aviez dit ça en première partie, qu'aucun pays ne peut se voir indépendant, soit lui-même. Donc, il faudrait quand même une dépendance entre les États. Oui, on aura toujours à collaborer avec d'autres pays. Mais la question, c'est de savoir la nature de cette collaboration. Si déjà, dans nos pays, surtout dans nos pays africains, nous voulons signer des contrats avec nos ventres et non avec des programmes qui portent le cœur de nos pays, vous allez voir que ceux avec qui vous rentrez en contrat savent que vous ne cherchez que pour vous-même, donc il saura quoi vous servir. Mais si vous venez avec des calendriers qui répondent aux aspirations de vos pays, il y aura le respect, il y aura toujours cette collaboration, mais ça ne se basera plus sur uniquement chercher à satisfaire l'intérêt de cet homme et puiser ce que le pays offre. Donc je pense que c'est important de savoir que oui, cette collaboration doit toujours exister, mais pour avoir l'indépendance, il faut que nous recherchions ce que nous appelons l'indépendance économique. Il faut que le Togo puisse s'asseoir économiquement. Il faut que nous arrivions à produire pour satisfaire les besoins de nos pays, voire même une production spécialisée où le monde entier en recherchera au Togo. Pour conquérir cette indépendance, il faudra lutter dur aussi avec les multinationales. Cela m'amène à aborder le dossier Bolloré, affaire Bolloré au Togo notamment. Vous savez, avec ce procès en France, procès pour corruption notamment, concernant Vincent Bolloré. Mais au-delà, je voudrais aller au-delà du factuel et vous demander comment gérer les multinationales en Afrique, parce que vous avez été un des rares acteurs à identifier dans l'ombre ces multinationales comme étant partie prenante des difficultés ou des bonheurs politiques des pays africains. Justement, pour nous, les multinationales ils représentent un acteur capital qui pourra bloquer ou faire avancer le développement d'un pays. Et nous avons analysé les multinationales sur plusieurs angles. En premier, c'est que les multinationales, souvent en Afrique, souhaitent s'asseoir dans des pays où le régime ne change pas vite. Donc, comme c'est leur souhait, ils veulent plutôt accompagner ces présidents-là qui ont ces ambitions de rester, de se maintenir. Et la raison fondamentale, selon nous, notre analyse, c'est que ces multinationales ont peur de changements de régime qui occasionnent souvent les changements des accords économiques. Parce qu'en Afrique, des fois, en voyant certains aspects du changement, ça laisse croire comme si nous n'avons pas ce qu'on appelle la continuité de l'État. Un multinational, par exemple, qui vient investir dans ton pays avec des milliards, peut-être que son investissement même va finir sur 7 ans. Et si le mandat est sur 5 ans, et le multinational est déjà entre 2 mandats. Après avoir installé ces entreprises et autres, le régime change. Et ce régime vient
au lieu de pouvoir revoir ces accords, maintenir ce qui a été déjà signé pour faire évoluer économiquement le pays, celui qui vient à la tête aussi cherche son partenaire et re-signe un autre accord. Ce qui fait que l'investissement de ce multinational est devenu maintenant un investissement à risque. Donc c'est la raison fondamentale pour laquelle, selon nous, nos analyses, les multinationales préfèrent des régimes où le pouvoir ne change pas. Parce que normalement, un changement de régime ne doit pas obligatoirement créer un changement ou bien une rupture des contrats. Mais c'est ce que nous pensons souvent faire dans nos pays. C'est ce qui fait que ces multinationales jouent ce rôle. Néanmoins, je pense qu'il y a l'avènement de nouveaux leaderships aujourd'hui, l'avènement des gens qui reconnaissent quand même que nous avons besoin aussi des multinationales, mais notre besoin n'est plus celui-là qui pourra nous satisfaire nos besoins personnels et détruire les intérêts de la nation. Mais s'asseoir avec ces multinationales, définir des cadres de travail, définir des contrats clairs, précis, et pour que la collaboration soit une collaboration franche. Et à ce niveau, ça fera que même si le régime change, vu que les contrats est fondé sur les aspirations de la nation, ces multinationales n'auront plus cette peur de pouvoir perdre leur contrat dans ces pays parce que ces contrats ont été signés dans de bonnes conditions. Oui, mais faudra-t-il créer une institution au-delà du pouvoir exécutif pour gérer ces contrats avec les multinationales? Vous voyez que les contrats avec les multinationales... Même si le régime change... Non, en Afrique, vous savez, s'il y a un multinational puissant qui vient dans un pays, il rencontre qui? C'est le président de la République. Le président de la République peut ne pas être habilité à savoir si l'investissement de ce multinational est le meilleur ou pas. Mais d'autant plus que ce multinational vient et sait que c'est le hockey du président de la République qui va lui donner le hockey de s'installer dans le pays. Il passe par le président et il offre ce qu'il veut offrir au président et puis c'est fait. Alors qu'il y a des contrats qui doivent venir dans le pays qui peut-être ne ressortent pas de la capacité ou bien de l'aptitude technique du président. Si je suis président et tu viens me voir avec un projet, mais je t'oriente vers l'office qui doit s'occuper de ça. La question aussi, c'est de savoir si ces offices-là sont aussi opérationnels pour faire passer les choses. Parce qu'on a eu des cas, on a eu écho des cas où les gens viennent pour investir, surtout les expériences aussi dans la diaspora. Certaines personnes viennent pour investir et ne pensent quand même pas que c'est important d'aller jusqu'à l'exécutif, jusqu'à la présidence, mais qui sont souvent... leur projet est mis à l'eau à un niveau donné ou c'est parce qu'ils n'arrivent pas à donner pour satisfaire le besoin de l'autre. Même au niveau des cantons, au niveau des préfectures, ça se fait. Donc si on n'a pas ce changement de mentalité pour rentrer en contrat avec ceux qui veulent investir dans nos pays en mettant en avant les intérêts de nos nations, nous aurons les mêmes problèmes. Donc pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas un problème seulement au plus haut niveau, mais à n'importe quel niveau. Il y a des gens même avec des CDQ qui ont des développements de quartiers qui ont des problèmes avec des cantons sur des problèmes qui ne coûtent même pas des investissements qui sont moins de 100 000, 200 000. Il y a des questions sur comment gérer même les contrats, les impôts pour ceux qui ont des baraques un peu partout. Donc il y a des conflits. Déjà, si à ce niveau, on a ces genres de conflits, c'est parce que nous n'avons pas un cahier de charges, nous n'avons pas un modèle de travail qui est vraiment organisé, qui permettrait à quiconque qui est là de savoir que voilà ce que je devrais faire. Donc le problème que nous avons, c'est vraiment fondamental et ça a besoin franchement d'une rééducation, d'une réorganisation qui doit être, je reviens sur ça, qui doit être incitée par le leader. Alors, les téléspectateurs, on l'a dit, peuvent participer à notre discussion en nous écrivant. Pas d'appel, il y a beaucoup d'appels, mais écrivez plutôt, plus simple, 228 96 46 10 31, 96 46 10 31, c'est affiché à l'écran. On va prendre une question du Mali, 233 63 95, 223 63 95 20. Bonjour, Monsieur Ton. J'aimerais savoir si nous sommes réellement indépendants. Est-ce que le Togo ne peut pas exploiter personnellement ses ressources
ses propres ressources au lieu de bien faire appel aux bailleurs de fonds étrangers. C'est ça là qui nous écrit depuis Bamako. Oui, je pense que sa question également est très très importante. Le Togo, pour le moment, voyant les résultats, on vient de le dire, nous ne sommes pas encore indépendants sur plusieurs points, et surtout le côté économique. Et là, dans sa question, il a demandé si le Togo ne peut pas exploiter ses propres ressources. Bien sûr. Allons-nous dire aujourd'hui que le Togo ne dispose pas des capacités, des personnes ressources ailleurs, ou bien même à l'intérieur, pour faire évoluer beaucoup de choses? Oui. Maintenant, ce qui se pose comme question, c'est que si aujourd'hui on a un Togolais, par exemple, à la NASA aux États-Unis, qui pourra nous aider dans la transformation de l'énergie solaire au Togo, qui doivent abandonner tout ce qu'il fait de l'autre côté pour revenir s'installer au Togo, pour faire valoir ce qu'il a comme connaissance, non seulement que la personne a besoin d'avoir cet amour pour son pays, mais à un moment donné, il est dubitatif par rapport au climat politique. Parce que des fois, tu abandonnes tout pour revenir, mais ça ne donne rien. Donc, ce que je voudrais dire là, c'est que oui, le Togo regorge des ressources, et je pense quand même avec le peu de temps que je fais à l'extérieur, avec ceux que je connais, avec ceux avec qui j'ai eu à discuter, je pense que le Togo a des ressources humaines vraiment très enviables par le monde. Mais il faudrait également cette substance qui permettrait à ce que la confiance puisse être régénérée pour que nous puissions ensemble nous conduire vers une vision donnée, celle de pouvoir apporter son expertise, chacun à son niveau, avec une assurance dans un cadre bien défini pour arriver à faire hisser le drapeau togolais dans les pays les plus développés au monde. On va répondre aussi au 96 46 90 74 34. Plutôt 90 74 34. Bonjour à l'invité que j'apprécie tellement pour sa capacité d'analyse et sa prise de position. Docteur Tan a encore de bons points. 61 ans d'indépendance pour notre pays doit faire réfléchir les gouvernants de ce pays, car rien ne va selon lui dans le pays. Ma question maintenant, pourquoi cette fête ne rassemble pas encore tous les acteurs politiques autour d'une table pour poser les vraies questions de développement? Quel bilan aujourd'hui les tenants du pouvoir peuvent faire sur leur gestion du pays? Faut-il continuer avec les mêmes méthodes de gouvernance qui ne donnent pas grand-chose? Je voudrais encourager Dr Ton à ne pas se décourager, à continuer la lutte pour l'alternance. Et nous allons mobiliser la jeunesse autour de sa vision. Ça, c'est plutôt un partisan qui écrit. Non, c'est un Togolais qui partage la vision. Mais au-delà du militantisme, il invite tous les Togolais à se rassembler et à réfléchir à l'occasion de l'indépendance pour voir quelle option choisir. Normalement, au lieu de parler de la célébration de l'indépendance, ça devrait être, comme il a bien souligné, une journée de réflexion. Et j'aurais souhaité que cette journée-là soit organisée au niveau de chaque mairie, au niveau de... quand l'indépendance ou bien la commémoration de l'indépendance du Togo arriverait, il faudrait un engouement national à chaque niveau, surtout dans les cantons, dans les mairies, un peu partout. Il y a des concours pour que les jeunes puissent venir avec des idées de développement. Les jeunes puissent analyser ce qui ne va pas dans leur communauté et qu'ensemble, on puisse tirer quelque chose de profitable qui va nous permettre de tendre réellement vers le développement. Ce sont des journées qui doivent être de ce genre de journées où un jour comme le lundi qui vient, au lieu que ça soit un jour férié, c'est un jour présidentiel où ces jeunes ont été vraiment encouragés par le président par rapport aux idées de développement qu'ils ont eues, qui vont être implémentées pour changer la donne. Mais si déjà à 61 ans, on continue pas à faire la même chose, on continue pas peut-être dépenser des milliards ou des millions pour pouvoir organiser ceci ou cela. Oui, mais avec ou sans jour férié, il y a de ces genres d'initiatives. Vous-même, vous avez... appeler vos jeunes entre-temps à s'intéresser aux initiatives lancées par les pouvoirs publics, notamment des financements, des petits financements et l'organisation de la exactement. jeunesse. Mais quand on a des jours comme des jours spéciaux, comme les jours de commémoration de l'indépendance, ce sont des journées qui doivent normalement plus faire réfléchir. Et quand, par exemple, on prend l'exemple d'un artiste,
de la chanson, qui prend cette journée-là pour réfléchir, pour écrire un poème et qui, à travers son message, fait changer la mentalité. Quand on prend un jeune agriculteur qui propose un projet qui va changer la donne, qui est différent de ce qui se fait tous les jours, je pense que ces journées organisées sur des thèmes comme ça et pourront également apporter une plus-value que de se dire fêter l'indépendance. Parce que moi, j'ai dit normalement, une fête est une célébration. Une fête est une célébration. Ça veut dire qu'on doit célébrer quelque chose. Quelqu'un qui célèbre quelque chose ou bien qui fête quelque chose pour lequel il n'a pas travaillé, il est comme un fainéant. Donc, quand on n'arrive pas à faire le travail et qu'on veut continuer pas fêter, vous allez voir le résultat. Donc, avant de fêter, avant de célébrer, il faut un résultat. Donc, je pense que de la question du frère, ça doit nous inciter à voir que pour réellement commencer un jour à célébrer, un 27 avril où toute la nation togolaise va se voir comme si c'est en feu, avec des gens en pagne blanc, avec des cacatis un peu partout, pour pouvoir se dire que je suis fier de ce que j'ai pu accomplir. Je suis fier de ma nation, je suis fier de mon quartier, je suis fier de mon canton. Il faudrait maintenant changer cette mentalité et encourager ce dynamisme de pouvoir créer, de pouvoir collaborer, de pouvoir apporter pour faire développer sa nation. Alors, on va prendre une question encore. Et 93 43 58. 93 43 58. Que dit-il? Il a une inquiétude pendant 61 ans. Est-ce que les Togolais mangent à leur faim? Regardez l'éducation, la santé, les secteurs les plus vulnérables et en infrastructure. C'est dommage selon lui. Quelles sont les alternatives pour un pays en voie de développement? Mais la question que je voudrais vous poser au-delà de cette question, est-ce qu'il revient au pouvoir public de donner à manger à chaque citoyen? Je ne pense non plus que les Togolais disent que le pouvoir public devrait donner à manger aux gens. Et on sait tous que le pouvoir public crée des cadres. Et ces cadres permettent aux plus courageux de créer pour pouvoir alimenter et ceux qui peuvent aussi travailler. Donc tout le monde sait. Et je ne pense pas que les Togolais attendent aujourd'hui que l'État passe dans les maisons, dans nos maisons pour nous donner du maïs, pour nous donner du riz et autres. À des moments donnés, dans des situations de crise spécifiques, oui, ça pourrait se faire. Mais aujourd'hui, ils ont besoin du minimum. Ils ont besoin, par exemple, des jeunes qui ont pris des offres avec l'État. Avant de prendre l'offre, tu vas vers une institution financière pour pouvoir faire un prêt. Et tu finis, tu as accompli ton métier. Et le ministère fait des mois avant même de te payer, au moment où le prêt que toi tu as pris commence pas à générer des intérêts. Ça, je suis en train de parler sur le plan macro. Maintenant, il y a certaines personnes, un jeune menuisier a fait un travail pour toi à la maison. Il n'a besoin d'être payé que peut-être à 55 000. Il vient chez toi, vous êtes là au salon avec tes amis, buvez du bon vin, il est dehors depuis le matin, et c'est à 14h en sortant que tu le vois dehors. Ah, menuisier, tu es là? Ok, reviens demain. Oh, ce menuisier, il a déjà fait tous ses calculs. Maintenant, avant même de venir là-bas, les émigrants qu'il a amené, c'est à crédit, tu ne sais pas. Il n'a pas même eu l'occasion de vous dire quand même que mon frère, j'en ai besoin pour telle ou telle chose. Arrivé à la maison, c'est déjà des problèmes à la maison, avec la famille, tout. Mais je voudrais dire que tout cela, ensemble, ça crée au fait le déséquilibre social. Mais si quelqu'un fait un boulot pour vous, essayez quand même de payer cette personne, nos institutions. Et puis c'est majeur au niveau de nos États, de nos ministères. Donc si aujourd'hui vous êtes à l'écoute et vous êtes d'un ministère où vous avez des offres avec des jeunes qui ont accompli des métiers, depuis là, vous n'avez pas décaissé, c'est important parce que le jeune n'a peut-être pas l'argent lui-même pour pouvoir prendre l'offre. Il a prêté pour réaliser ça. Et quand il réalise, il doit être remboursé pour ne pas perdre trop dans les intérêts. Donc, la question de la dette intérieure, ça va au-delà des jeunes. Pour les entreprises aussi sont concernées. Il me semble que l'État avait voulu prendre les taureaux par les cornes pour appuyer cette dette intérieure. Oui, bon, ce que je voudrais dire est un peu différent. C'est un mécanisme de fonctionnement qui ne fait pas évoluer nos jeunes. Très simple, on dit il y a l'offre de faire l'installation de telle chose. Ça veut dire que tu as accepté cette offre-là, tu viens avec ton argent, tu réalises, après on te paie. Mais
Le délai de paiement pour vous oui, des fois c'est très exagéré. C'est très long. Et des fois, c'est ce jeune-là qui doit commencer à dépenser encore sur quelqu'un, qui doit appeler quelqu'un, pour que quelqu'un signe. Tu vas voir le tracas, tout ça là, ça fait que notre pays, l'indépendance dont nous parlons, ce serait vraiment une illusion si on continue à réagir de cette manière. Donc, moi je pense que c'est important que chacun de nous, à son niveau, on ne dit pas seulement, quand on revient à votre question, que c'est l'État qui crée tout, mais je pense que l'État doit être un modèle. Dans certains actes, l'État doit être un modèle. Et l'État doit créer ces opportunités. L'État doit donner cette sécurité ou bien créer cette confiance pour que ceux qui peuvent le faire arrivent à le faire. Et revoir également la manière de taxation. Hier, j'ai discuté avec un jeune qui a commencé un petit restaurant et il me disait déjà que j'ai suivi les conseils de la Nouvelle Vision, voilà, j'ai osé et j'ai maintenant 4 employés. Il a créé le truc, ça ne fait même pas encore 6 mois. Mais là, son premier problème, c'est avec les impôts qui sont venus commencer par mesurer les bâches. Or, il a pris même une ancienne bâche pour couvrir quelque part. Ils ont cru que c'était pour la publicité, commence par mesurer, par faire des facturations. Non, il faudrait quand même que nous revoyions certaines choses pour que nous puissions aller au-delà. Le Togolais n'a pas besoin de trop de choses. Il faudrait que l'État vérifie ces choses. Parce que je suis certain qu'à des niveaux donnés, les gens ne savent pas que c'est comme ça se passe sur le terrain. Oui, mais s'il y avait un représentant des pouvoirs publics ici, vous aurez certaines réponses, parce qu'ils vous citeront par exemple le mécanisme d'incitation. À MIFA ? Non, pas MIFA. Mécanisme d'incitation. Pour les jeunes et les femmes, le chef de l'État avait donné un quota pour l'attribution des marchés publics, etc. Oui. Ils ont des arguments à faire valoir aussi. Oui, ils ont des arguments, mais le résultat doit être les meilleures jauges. Donc, si vous avez, c'est ça, j'ai dit, il y a beaucoup de millions qui sont dépensés. Moi, l'année dernière, vers la fin de l'année, nous avons fait un petit circuit sur certains programmes. C'est applausif. Vous allez voir, par exemple, ce que la FNFI fait, le MIFA. Il y a tellement d'institutions qui sont là pour accompagner les jeunes. Mais à des moments donnés, vous allez voir des listes, des vagues de jeunes qui viennent vers vous au bureau pour demander telle chose. Est-ce que vous connaissez les mécanismes de l'État qui sont disponibles pour telle chose? Ils diront non. Mais au même moment, il y a par exemple chaque mercredi, le mercredi de l'entrepreneur, qui est organisé par certaines institutions. Il y a un problème de circulation de l'information. C'est ça. Et puis, le manque de confiance fait que le jeune va te dire, non, moi, comme on ne suis pas dans Uni, on ne va pas accepter mon programme. Mais est-ce que tu es parti pour pouvoir essayer d'abord? Donc, tu vas voir que c'est une question d'éducation. Parce que même dans nos partis politiques, dans nos religions, dans nos institutions, nous faisons croire aux jeunes que, bon, tant que vous n'êtes pas de telle ou telle famille, de tel ou tel parti, ce que l'État fait ne vous regarde pas. Non, c'est faux. Il faudrait quand même que les jeunes comprennent que, à des moments donnés, ces millions qui sont injectés dans ces programmes, c'est pour nous tous. Pas question, le chef de l'État aujourd'hui n'est pas président de UNI, il est président de la République togolaise. Donc il est président de celui-là qui est dans l'UFC, il est président de celui-là qui est dans Nouvelle Vision, dans tous les partis. Donc il faudrait que les jeunes puissent oser aller au-delà, briser au moins la glace de cette limite politique-là et aller vers ces institutions. Parce que nous, on a fait un circuit et je vois quand même qu'il y a eu des programmes qui sont là. Maintenant, s'il y a quelque chose à ajouter, à apporter au leadership, c'est d'avoir un système de contrôle qui permet à ce que celui qui investit l'argent sache si l'argent-là donne son résultat ou pas. Donc, c'est aussi très important. Donc, oui, il y a de ces genres de programmes qui existent. Mais pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait un système de communication, un système de gestion de ces fonds qui vont permettre à ce que les fonds soient utilisés d'une manière appréciable. Sinon, ce seront des gaspillages sur gaspillages et des dettes pour les générations à venir. Est-ce que vous vous organisez au sein de l'opposition pour faire mieux si vous arrivez au pouvoir? Ça mène à aborder le thème de la guéguerre qui existe aujourd'hui entre certains partis de l'opposition. Plus d'un an après la présidentielle de 2020, l'opposition brille plutôt par des petites querelles, notamment entre l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, et la dynamique Monseigneur Pojro. Guéguerre ANC-DMK ou l'opposition en lambeaux,
De ce côté, moi, je voudrais quand même que, à travers ces médias, que les gens ne confondent pas les aspirations de nos peuples et puis les aspirations de nos leaders politiques. Quand on parle de guéguerre entre les partis politiques, moi je le vois plutôt des guéguerres ou bien des problèmes entre certaines personnes. Et même vu qu'ils portent le manteau de leader, ça fait quand même qu'on enveloppe tout le monde. Aujourd'hui, si à la Nouvelle Vision, nous voulons parler de l'évolution de notre pays, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, nous n'avons pas besoin de vous demander si vous êtes de l'ANC, vous êtes de la dynamique Monseigneur Kodjo ou pas. Nous voulons savoir ce que vous pouvez aussi apporter, ce que nous pouvons faire pour pouvoir accompagner. Donc quand on commence par parler trop de la guerre qui existe entre les partis de l'opposition, je crois que ça écarte plus, ça essaie de diviser plus les autres. Mais si nos aînés veulent se maintenir dans cette manière de faire, où les querelles sont les plus importantes pour eux, ils doivent savoir quand même que pour nous, la nouvelle génération, ce n'est plus les questions de se battre des hommes contre des hommes, mais nous allons faire des combats d'idées. Oui, nous allons prouver à notre frère que oui, vous avez des manquements ici parce que nous avons vu ceci, nous avons proposé ceci, et de cette manière, ça va avantager notre population. Donc que ces guéguerres-là restent avec nos aînés, et je pense, comme on dit en Mina, les gamins sous lado. Donc, il y aura un moment où ça va passer. Mais je suis quand même confiant, joyeux de voir qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir avec les jeunes de UNI, je peux m'asseoir avec les jeunes de l'ANC, les jeunes de différents partis. Et on ne parle pas de mon parti, mais on parle de comment nous pourrons apporter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qui est déjà fait? Donc c'est l'important pour nous, que ces guerres restent entre eux et qu'ils continuent. De façon générale, est-ce que l'opposition ne met pas trop de temps à faire le bilan des processus électoraux? Parce que la présidentielle 2020, elle est passée depuis plus d'un an, une nouvelle échéance attend. Je ne veux pas parler des élections, comment on va dire, régionales pour cette année 2021, mais là, une nouvelle présidentielle attend en 2021. Est-ce que vous ne perdez pas trop de temps à vous tirailler par rapport au passé au lieu d'anticiper sur les obstacles, les difficultés de l'avenir? Bon, je ne dirais pas que l'opposition perd de temps pour pouvoir perdre de temps à ce niveau. Mais je dirais plutôt que ce que vous définissez comme opposition, ces opposants, ils utilisent leur temps pour leur finalité. Leur finalité sont ces disputes. Parce que si tu as le temps de travailler, si tu as un programme sur lequel tu dois te concentrer, si tu as des jeunes autour de toi, et pour toi, c'est de tout faire pour pouvoir les faire évoluer. Si tu as autour de toi les gens même s'ils sont malades, n'arrivent pas à trouver le minimum pour se faire soigner. Si tu as le temps de penser à ces mamans-là qui doivent retourner après avoir vendu, mais sans avoir de revenus. Si tu as le temps de penser à tout ça là, je ne pense pas que ta politique sera seulement orientée sur une évaluation d'un mandat qui est passé depuis. Nous, depuis qu'on nous avait écarté des trucs, on avait dit oui, c'est déjà fini, mais quand même, nous allons continuer par nous battre. Et vous allez voir, vous avez vu, même à la nouvelle année, notre souhait de voir maintenant une économie nationale. C'est-à-dire, nous voulons susciter un engouement de développement en tout Togolais qui dépasse ces clivages politiques. Donc, l'opposition ne perd pas son temps en critiquant. Peut-être que cette opposition dont vous parlez, je ne dis pas que tout le monde le fait, parce que je connais des gens de l'opposition qui réfléchissent par rapport au développement. Je connais des gens de l'opposition qui savent reconnaître ce qui est bon et proposent également. Mais ceux-là qui vous classez dans la liste de ceux qui critiquent, peut-être c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est pourquoi je ne dirais pas qu'ils perdent leur temps, mais ils utilisent leur temps pour leur finalité. Mais à ce niveau, nous, à la Nouvelle Vision, on n'a pas le temps de faire de ces critiques. Maintenant, le temps de penser à qu'est-ce que nous pourrons faire. C'est pourquoi nous avons défini la politique à 3C, collaborer, contraindre et contribuer. On pense plutôt à comment notre expertise, nos connaissances, nos amis que nous connaissons ailleurs, nos idées peuvent contribuer à ce qui se fait pour que le résultat soit vraiment une amélioration des conditions de nos jeunes. Comment contraindre ceux-là qui font la dilapidation, ceux-là qui exagèrent par l'exercice du pouvoir pour que ça puisse être réduit, pour que les jeunes arrivent à respirer. Et comment
contribuer, collaborer et contraindre. Donc quand vous voyez déjà cette politique de la nouvelle vision, on n'a même pas le temps de divaguer sur certaines questions de ce genre. Donc voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. Une question d'un téléspectateur au 91 93 30 54 91 93 54. Bonsoir. Je voudrais savoir si M. Ton aura besoin des multinationales pour accéder au pouvoir. Et une deuxième question aussi, la guéguerre entre les partis d'opposition, est-ce que cela ne vous arrange pas plutôt? Il est clair dans ces questions. Très clair. Première question de savoir si j'ai besoin des multinationales pour accéder au pouvoir. Je pense que démocratiquement parlant et politiquement parlant, pour accéder au pouvoir, il faut le vote de sa population. Donc j'ai besoin que le peuple ait confiance en le programme que j'ai et que le peuple par voie démocratique font leur exercice et que les institutions de l'État reconnaissent l'exercice du peuple et reconnaissent cette confiance que le peuple aura à placer en moi. Donc, mais si je décline un peu la question pour demander si j'en ai besoin pour pouvoir faire évoluer la politique que j'ai, je dirais que j'ai besoin de tout le monde, de tous les contributeurs de l'économie de mon pays. Donc voilà de ce côté. Maintenant, de l'autre côté, si la guéguerre me profite ou pas, je pense que quand je veux parler de profit, c'est par rapport à l'investissement que je fais. Moi, dans mon investissement, la finalité, c'est de voir une jeunesse plus épanouie, c'est de voir une nation plus évoluée, c'est de voir une nation plus à l'aise. Mais si la guerre permet à ce que ça se réalise, alors bravo. Mais si ce n'est pas le cas pour le moment, je ne pense pas que je parlerai de profit parce que je ne sais en quoi cela aura à m'avantager. J'ai toujours dit que l'obscurité n'existe pas, c'est l'absence de la lumière qui est l'obscurité. Donc si ce que je propose est bon, je pense quand même que le peuple aura à décider et aura analysé et à décider. Donc je ne fais pas un combat de qui remettre en arrière, mais je fais un combat de comment évoluer et à aller de l'avant. Alors, est-ce que les discussions politiques en cours actuellement vont permettre à l'opposition de se repositionner, cadre de discussion politique, comment arrondir les angles? D'abord, est-ce que vous faites partie de ce cadre de discussion? Bon, déjà, quand des cadres de discussion sont en train de mettre de côté certaines personnes, parce que peut-être n'ayant pas participé aux élections, ou bien n'ayant pas démontré telle ou telle chose, je pense que c'est déjà trop limitatif. Et ça crée toujours ce sentiment de dédain d'abord au sein de l'opposition. Mais il faut quand même une base pour réunir les parties prenantes. Il faut une base. Quand on dit par exemple il faut un échantillon de quelque chose, on ne se lève pas pour aller par exemple à Tchévier, prendre seulement les gens de Tchévier pour faire un échantillonnage. Mais on a fait appel aux partis politiques. Vous ne l'êtes pas, vous êtes un mouvement. Bon, justement, est-ce que tous les partis politiques ont été appelés? J'ai eu à discuter sur des questions de ce genre. À un moment donné, quand même, j'étais une institution politique. Parce que ayant été un citoyen, ayant déposé et reconnu comme et la Cour, comment dire, validé ma déposition de candidature, ça veut dire que j'ai beaucoup d'intérêt dans l'implication politique. Mais si vous voyez que tout ça là ne disent rien et que nos aînés qui sont là et qui avantagent ce qui se fait sur le terrain doivent être ceux-là qui doivent toujours se réunir avec les mêmes idées, avec les mêmes manières d'agir, bon, tant pis. Mais je pense quand même que, je l'ai déjà dit, le temps viendra, ça va passer, tout passe. On a eu un temps où on avait, même sans alternance, on avait notre président. Il y a des temps qui passent. Il y a des ministres qui étaient là, ils sont partis. Il y a des préfets qui étaient là, qui sont partis. Donc le temps va passer, les leaders de l'opposition vont aussi partir. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas que ces aînés partent et nous laissent encore avec les mêmes idées, les mêmes manières d'agir. Aujourd'hui, je serais peut-être...
j'applaudirais plus un cadre de discussion où on ouvre la balle aux jeunes de nos partis de discuter sur des terrains différents par rapport à une entente politique, une entente économique, une entente sociale et de ce genre de choses. Ce ne sont pas seulement les leaders de l'opposition, c'est-à-dire les anciens leaders de l'opposition qui ont toujours le tout. Sinon, mais s'ils avaient... à cette discussion, comment arrivez-vous à avoir les informations? Est-ce que vous cherchez à peser quand même de votre voix? Oui, peu importe le cas, si c'est, je me suis engagé dans un match de football, il faudrait quand même que je puisse savoir comment les règles du jeu se définissent. Donc aujourd'hui, je suis sur le terrain et j'ai eu une fois déjà participé aux élections présidentielles ou bien à vouloir participer. Donc je pense que c'est important pour moi de savoir, de se demander à chaque fois ce qui se passe. Donc heureusement également que j'ai eu l'opportunité de faire certaines séances de travail avec ces leaders de l'opposition. Donc j'ai vu un peu comment les réflexions se passent et autres, quels sont les efforts aussi à leur niveau et qu'est-ce que nous pourrons aussi apporter. Donc à tout moment, nous sommes là et pour pouvoir apporter nos plus. Et ceci, entre parenthèses, je ne dis pas que ces aînés ont fauté sur toute la ligne. Ils ont fait beaucoup de choses sur lesquelles nous nous basons aujourd'hui pour aller de l'avant. Et il y a certains, peu importe leur âge, ils ont toujours des idées innovantes pour faire évoluer ce pays. Mais si celui qui crée le cadre de discussion n'a pas la finalité de changer les choses, a une finalité de maintenir la relation pouvoir-opposition, pour continuer le règne, pour continuer de faire ce qui se fait sans un résultat vraiment applausif, alors eux, ils auront gain de créer ce cadre pour arriver à leur destination. Mais est-ce que cette destination, finalité, répond à la finalité ou à l'aspiration de notre de la société? C'est ce qui est le plus important. Le cadre discute notamment sur les questions d'organisation de la des prochaines élections régionales, des élections qui auront lieu en 2021, dit-on. Est-ce que votre mouvement va participer à ces élections régionales? Bon, pour le moment, je laisserai... Nous sommes en planification par rapport à beaucoup de choses. Et je sais que... un langage politique. Je sais que... Si vous participer à des élections de 2021, vous le saurez déjà. Mais si ce n'est pas encore permis dans la planification des choses à l'exposer, est-ce que je serai, parce que je suis président, de le dire. Donc, le temps aussi est un facteur déterminant dans nos approches. C'est pourquoi nous savons quand dire, quoi dire et comment le dire. Mais vous n'avez pas participé aux élections municipales. Est-ce que vous pouvez sauter pieds joints pour aborder ces élections régionales? Non, si déjà on n'a pas participé au municipal, mais on avait l'intention de participer à la présidentielle, c'est que nous avons une programmation stratégique qui nous permet de le faire. Donc ça veut dire qu'on peut participer à n'importe quelle élection. Maintenant, est-ce que selon nos programmations, selon nos finalités, selon nos désirs, c'est ce que nous allons faire ou pas? Donc je pense que le leadership travaille sur ça et lorsque le moment viendra pour dévoiler... vous préférez commencer par les élections présidentielles? La logique n'est propre qu'à nous. Mais cette logique, c'est par rapport aux réalités du terrain et je pense que l'équipe technique est plus habilitée et l'équipe de communication sera mieux habilitée à informer le public. Nous reste quelques minutes pour lesquelles je voudrais qu'on parle des perspectives de votre parti justement maintenant, puisque vous ne souhaitez évidemment pas vous prononcer sur votre participation aux prochaines élections régionales. Mouvement Novi, Nouvelle Vision, quelle perspective, sur quoi travaillez-vous actuellement? Actuellement, nous sommes sur les dossiers de développement. Nous voulons, comme nous l'avons annoncé au cours des prestations de vœux de l'année, nous voulons quand même commencer un échantillonnage de projets de développement où les jeunes pourront commencer à trouver gain à travers nos actes. Concrètement, ce que nous voulons faire, c'est de créer un cadre, de créer un groupe d'investisseurs togolais qui pourront nous aider, qui pourront ensemble investir dans des
dans des projets, petits et moyens projets, des jeunes, des projets qui peuvent générer d'opportunités d'emploi à d'autres jeunes. Donc nous voulons, dans toutes les 5 régions, avoir des échantillons de jeunes qui seront accompagnés, un peu comme la FNFI, ou bien les fonds qui sont là, mais pour nous, ça ne s'arrêtera pas seulement sur investir pour créer, non. Nous voulons un résultat probant, un résultat où ce jeune en qui nous avons eu confiance, en qui, ce jeune que nous avons supporté, a créer, à investir, à créer son entreprise, arrive à son tour peut-être dans les conditions à créer 10 autres similaires à lui. Et avec cet effet de multiplication, on arrivera à créer beaucoup d'opportunités. Donc pour nous, à la Nouvelle Vision, pour le moment, le dossier chaud n'est pas la programmation politique des élections de 2025 ou bien régionales, malgré que l'équipe technique, l'équipe politique travaillera sur ça. Mais ce qui est plus important, c'est de voir comment nous pourrons, à partir du minimum que nous avons, commencer à changer une vie, 2 vies, 3 vies et beaucoup de vies. Et ça répond justement à cette question qu'on va prendre. Une dernière question peut-être. 90 34 75, 90 34 75. Bonjour, docteur Ton, j'apprécie votre éloquence, votre raisonnement. Cependant, il y a quelque chose que je n'apprécie pas chez la majorité des opposants politiques. Alors, ils sont nombreux à ne pas créer des entreprises ou des sociétés créant par ricochet des emplois pour la jeunesse. Est-ce que vous partagez mon point de vue? Si oui, qu'est-ce que vous pensez faire? Est-ce que vous pensez faire les choses autrement? Il me semble que vous avez répondu un peu à sa question. Justement, c'est peut-être une réponse par anticipation. Donc il aurait compris même. Il aurait même compris depuis la Togolese Foundation, comme nous, pour nous, ce qui était plus important, la finalité, c'est de voir vraiment un pays évoluer. Et je ne juge pas ceux qui ne créent pas d'entreprise, ou ils sont des leaders politiques qui ne créent pas d'entreprise, pourquoi ils ne les créent pas. Mais je pense quand même qu'au-delà de ce que les gens définissent comme politiciens, comme partis politiques, qui sont là, qui sont créés pour avoir le pouvoir, pour nous, on le définit autrement. Nous sommes là pour pouvoir changer la vie des autres et pour pouvoir faire changer les choses. Et si on veut le faire, je pense que c'est par démonstration, c'est par beaucoup de faits. Donc je pense quand même que c'est important pour nous de pouvoir nous investir sur le terrain, de pouvoir créer, de pouvoir aider les jeunes, de pouvoir créer les cas, de pouvoir inspirer même la diaspora à supporter beaucoup de projets. Donc dans le projet dont je parlais, et justement, nous voulons former des clubs d'investisseurs, surtout au niveau de la diaspora et au niveau local, pour pouvoir investir, soutenir des jeunes qui ont des projets et à travers leurs projets, ils peuvent nourrir d'autres jeunes, d'autres projets. Donc c'est quelque chose de ce genre que nous voulons commencer dans les 5 régions et en échantillonnant, en prenant des échantillons par région et voir ce que ça peut donner. En attendant quand même qu'on puisse avoir les outils nécessaires, les outils gouvernementaux pour pouvoir faire asseoir un réel système économique national. On vous souhaite bonne chance pour votre projet. On viendra évaluer sur le terrain. Merci beaucoup, docteur Kodjovi Atsanaton. Je vous en prie, merci et merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous, les ambassadeurs Dr Ton. Sachez que nous sommes toujours disponibles à vous, 92, 89, 60. 11, 73. Des coordonnées. On trouvera une occasion pour leur communiquer. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre émission, de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.